Michael Blum, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je le disais en introduction de cette heure d'actualité, nous allons consacrer cette heure avec nos invités à parler du souvenir de la Shoah. Nous avons parlé avec Simi Epstein tout à l'heure et nous voulions parler avec vous parce que dans le cadre de votre travail journalistique, vous avez réalisé une enquête pour l'agence France Presse ces dernières semaines qui visait à rencontrer plus d'une dizaine de rescapés de la Shoah. Du rescapé du camp d'Auschwitz, plus spécifiquement à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination. Et vous avez donc rencontré ces rescapés. Ce sont des rescapés israéliens que vous avez rencontrés ici. Et vous avez recueilli leurs témoignages et plusieurs de ces témoignages vous ont particulièrement ému. Alors on voulait voir avec vous, vous demander de nous rappeler, de nous mentionner les témoignages qui vous ont le plus touché lors de ce travail journalistique. Alors d'abord, vous avez parlé de rescapés. La plupart. Alors je vais vous demander, Michael, tout d'abord de vous recaler un petit peu parce qu'on ne vous entend pas. Vous êtes assuré là. Voilà, là, vous entendez bien ? Non, pas terrible. Alors on va essayer de reparler un petit peu. Voilà. Voilà, ici. Voilà, là c'est déjà bien. Voilà. Alors, vous parliez de rescapés d'Auschwitz. En fait, la plupart de ces personnes, j'ai interrogé donc 11 personnes qui ont vécu à Auschwitz, un temps plus ou moins long. Eux préfèrent se qualifier de survivants. Ils disent on n'a pas été rescapés parce qu'on a souffert dans notre chair. Oui. On a vécu à Auschwitz, et vivre à Auschwitz, c'est déjà ne plus être un rescapé, c'est ne pas avoir réussi à échapper justement à ce camp et à la barbarie nazie, puisqu'ils ont vécu certains quelques jours, d'autres plus de 2 ans. Et donc, vous parlez de ceux qui vont marquer, notamment Batsheva Dagan. Alors d'abord, ces rescapés, ils ont quel âge la moyenne ? Ils ont tous c'était la libération d'Auschwitz, c'était il y a 75 ans, donc la plupart donc, ont évidemment plus de 85 ans, puisque les plus jeunes étaient enfants au moment où ils ont été déportés. Mmh. Les plus âgés ont donc 95, 96 ans. On est allé interroger ceux qui étaient capables de parler, capables de nous raconter. C'était des interviews assez longues, donc il fallait qu'ils puissent supporter 1h30, 2 heures. Certains, notamment Shmuel Blumenfeld, qui avait été 2 ans déporté et qui a fait la marche de la mort, nous a parlé pendant plus de 3 heures. C'était assez impressionnant, avec des détails très très précis de chaque événement. Et si déjà on parle de Blumenfeld, il a été nommé, il était gardien de prison et il a été désigné pour être un des gardiens de Adolf Eichmann en 1960 quand il a été emmené en Israël par le Mossad. Ça veut dire qu'il a été en contact avec lui-même, avec Adolf Eichmann. Voilà, il a été face à lui. C'est peut-être le dernier homme en vie aujourd'hui capable de raconter une rencontre face à face avec Eichmann. Et il nous le raconte en allemand, ce dialogue improbable entre l'homme qui a survécu aux tentatives d'extermination du peuple juif et celui qui a organisé, un des organisateurs de la solution finale. Et donc il lui dit, à un moment énervé, lui dit Monsieur Adolf Eichmann, ici, vous n'êtes pas dans votre bureau à Budapest, vous êtes dans mon bureau, dans le bureau de Shmuel Blumenfeld. Et cette phrase, c'est évidemment une phrase très forte. Il y a sur les 11 entretiens que j'ai eu avec ces personnes, il y a eu avec chacun, il y a eu un moment fort, un moment d'émotion, un moment où on sent vraiment un frisson, le frisson de l'histoire avec un grand H et aussi de l'histoire personnelle, ce sentiment d'incompréhension qu'on a face à ces gens qui ont survécu à l'impensable, qui ont affronté vraiment le mal avec un grand M, et soudain qui nous racontent leurs histoires, leurs histoires les plus simples. Alors, un autre exemple. Voilà, donnez-nous des exemples. Voilà, celle de Batsheva Dagan. Batsheva Dagan a 94 ans. Elle a écrit depuis qu'elle vit en Israël depuis très longtemps, depuis après la guerre. Et elle a écrit beaucoup de livres pour les enfants parce qu'elle a voulu expliquer aux enfants ce que c'est que la Shoah. Et elle nous parlait donc des horreurs qu'elle a vécues là-bas. Elle était chargée avec un autre groupe de jeunes femmes de brûler les affaires qui restaient des Juifs qui venaient d'être gazés. Et elle raconte que quand elle parle de la Shoah, aujourd'hui, dans ses livres et quand elle en parle dans ses nombreux témoignages,
elle veut parler de ce qu'il y avait de bien aussi dans les camps. Et donc, comme je suis étonné, je dis, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien? Elle dit, il y avait l'entraide entre nous. On s'aidait, il y avait un bout de pain, on se le partageait. On est restés, nous, des humains, face à l'inhumanité. Nous, on a gardé le visage humain. Et c'est ça que je veux raconter, que dans les pires moments, il y a des gens qui sont capables de donner une image, de garder une image de la dignité humaine. Il y a d'autres témoignages qui vous ont en particulier marqué Alors, on a une femme, Malka Zaken, qui a été déportée très jeune. Elle avait une douzaine d'années et c'est donc une enfant et elle arrive à Auschwitz. Elle est séparée immédiatement de sa mère. Comment tout simplement une petite fille comme celle-là pouvait survivre à la sélection de Mengele? Alors en fait, beaucoup d'enfants ont survécu parce que on avait besoin d'eux pour des expériences, et d'autres aussi ont survécu parce que ils étaient assez grands physiquement, assez forts physiquement pour être envoyés au travail. C'était son cas, et donc d'ailleurs elle nous explique avec humour presque, elle dit qu'elle était un peu grosse et ça lui a permis de survivre parce que plus de temps elle avait des réserves, dit-elle. Et donc, elle est envoyée au travail et en fait, elle plie des habits des déportés. Elle s'occupe elle est avec d'autres femmes plus âgées à s'occuper de plier des habits. Elle survit à cet enfer. Elle parle des coups, de la faim, du froid, enfin, ce qui est commun à tous. Et quand on arrive chez elle, donc on avait fixé rendez-vous, on arrive et elle tient une poupée dans les bras. Et je lui demande qu'est-ce que fait cette poupée et elle dit aujourd'hui, je suis âgée, je suis la seule survivante de ma famille, j'ai plus personne avec qui parler et je parle avec mes poupées. Je suis revenue au moment où je vivais avec ces poupées avant que les Allemands nous prennent et que ma mère m'achetait des poupées et je leur reparle et à ce moment elle se tourne vers la poupée et elle lui dit ne t'inquiète pas, il n'est pas allemand, il n'est pas venu me chercher. Mmh. Le problème de la solitude, c'est un problème que vous avez remarqué quand vous avez entendu leur témoignage? Alors, d'un côté, on a Menachem Haberman qui a des enfants et des petits-enfants, et encore plus, en fait, Dov Lando, qui fièrement montre la photo pour ses 90 ans, entouré de 91 descendants qui vivent tous en Israël, donc il n'est pas seul. Et d'autres qui sont seuls, beaucoup plus seuls, qui ont eu moins d'enfants, ou dont les enfants ne sont plus en Israël. Mais au-delà de leur famille, de leurs souvenirs, de leur devoir de mémoire, parce qu'ils racontent, quasiment tous racontent, et ont passé ces 20, 30, 40 dernières années. J'ai rencontré quelqu'un qui avait fait 120 fois le voyage à Auschwitz, avec des délégations pour raconter et raconter. Il continue de raconter. Il sera la semaine prochaine à Auschwitz pour les célébrations du 75e anniversaire de la libération. Certains continuent à parler, d'autres ont moins parlé, et c'est le cas de Elena Hirsch, qui a survécu dans des conditions incroyables à Auschwitz aussi, qui a réussi à se cacher dans les latrines du camp pour éviter d'être gazée, alors que tout son bloc, tout le monde est gazé, elle survit seule, et on est en 1944, donc elle survit presque un an, enfin jusqu'à la libération du camp. Elle fait la marche de la mort, elle survit quasiment à tout, et aujourd'hui elle vit dans un appartement au 4e étage sans ascenseur. Elle est malade, elle peut plus tellement en bouger, et en fait elle nous dit je ne peux plus sortir, et elle se tourne vers l'équipe. On est une équipe avec un vidéaste, un photographe. Elle me dit venez me voir parce que je suis seule, et ça nous a extrêmement émus, et on s'est promis en effet de revenir la voir et de lui tenir compagnie. Oui, certains sont très seuls aujourd'hui en 2020. Alors, qu'est-ce que vous, qui avez dans votre famille connu justement, dans votre famille a connu les affres de la Shoah, qu'est-ce que vous retenez de cette enquête donc, que vous avez réalisée ces dernières semaines pour l'AFP? Alors, cette enquête est importante parce qu'elle nous permet de donner la parole d'abord à ces survivants. Et c'était une occasion, à titre personnel, évidemment, en tant que petit-fils de déporté, j'avais l'impression à chaque entretien de rencontrer l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père était à Auschwitz, il n'a jamais raconté, je ne l'ai pas connu, et bien qu'il ait lui aussi survécu, mais il fallait ici, j'entendais ce qu'il avait vécu, j'essayais de comprendre ce qu'il avait vu, les morts, les coups,
la neige, la faim surtout. Beaucoup, Shaul Loren, qui est connu, qui est le seul francophone que j'ai interviewé, nous disait la faim, on ne peut même pas imaginer. Personne ne peut imaginer ce que c'est que la faim. Des jours et des jours sans manger, sans rien, et il nous décrivait les petites choses. Donc, c'est à la fois un devoir de journaliste, et c'est peut-être un des papiers les plus importants que j'ai fait dans ma carrière. Il a été, c'est presque un paradoxe, c'est presque cette espèce de fierté de voir que c'est partagé. Il y a eu des dizaines de milliers de partages sur Internet de papier qui a été traduit en 4 langues et qui circule dans le monde et qui donne la parole à ces gens. Et c'est une des dernières occasions pour ces gens donc qui sont nonagénaires de pouvoir s'exprimer. Et de l'autre côté, à titre personnel, de pouvoir être au contact de ces gens. Et je me suis promis que je continuerai d'être à leur contact, de ceux qui avaient envie de continuer à parler ou tout simplement de partager un bout de gâteau ou pour certains un verre de vodka. Eh bien, Michael Blum, merci beaucoup pour cet émouvant témoignage à la suite dans le cadre de cette enquête que vous avez réalisée donc auprès de survivants, on va dire, survivants de la Shoah, voilà. Survivants du camp d'Auschwitz à l'occasion de ces commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Daniel.